Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une question vraiment essentielle pour comprendre la crise au Sahel. D'où viennent les armes des groupes djihadistes? C'est une région devenue, on le sait, un épicentre mondial du terrorisme. Alors pour ça, on va s'appuyer sur une enquête très fouillée de Conflict Armament Research, CAR. Ils ont examiné des centaines d'armes sur presque 10 ans. Et on a aussi d'autres analyses qui donnent un éclairage parfois différent sur le contexte. Notre but, essayer de tracer les vrais circuits d'approvisionnement. Oui, et c'est un contexte pour le moins complexe. On a des groupes comme le Jinnium, qui est affilié à Al-Qaïda, ou l'État islamique au Grand Sahara, l'ISIS. Ils gagnent du terrain, surtout dans cette fameuse zone des 3 frontières, Mali, Burkina Faso, Niger. Mais il ne faut pas oublier non plus la zone du lac Tchad. Donc la question des armes, elle est vraiment centrale. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet avec ce rapport CAR. Et là, il y a un constat qui saute aux yeux, c'est peut-être le plus marquant. Une part considérable de l'arsenal djihadiste, qu'ils ont étudié dans le Liptako Gourma, donc cette zone des 3 frontières, environ un quart provient directement des forces armées nationales, celles du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Ce sont donc involontairement des fournisseurs importants. C'est ça qui est assez fascinant, c'est le mécanisme que CAR identifiait. Ce serait moins une corruption, disons, systémique, mais plutôt des armes qui sont capturées. Capturées lors d'attaques contre des casernes, des postes militaires, des convois. D'ailleurs, les groupes djihadistes, ils ne s'en cachent pas. Ils mettent ça en scène dans leur propagande. Ils appellent ça des butins de guerre. C'est une stratégie assumée, pour s'équiper et en même temps affaiblir les États. D'accord. Est-ce que CAR donne une idée de la proportion entre ces captures et, disons, un trafic plus classique? L'étude suggère que ces captures sont vraiment une source majeure, très significative. Bien sûr, des trafics existent aussi, mais ce qui ressort clairement pour les groupes du Liptako Gourmet, c'est que le pillage des stocks nationaux est une source, majeure et directe. D'accord. Et de quel type d'armes on parle, concrètement? Surtout des fusils d'assaut, si j'ai bien compris. Presque 80% de ce qui a été analysé. On trouve aussi des mitrailleuses, des mortiers. Mais ce qui est étonnant, c'est peut-être l'âge de ces armes, non? Oui, c'est un point intéressant. Environ 2/3, c'est ça, datent des années 60 à 80. Production chinoise, russe, est-européenne principalement. Très très peu d'équipements modernes. Fabriqués après 2011, moins de 5%. Par d'autres conflits? Oui, bien sûr, ça existe. Mais là encore, l'étude de CAR nuance un peu leur importance pour ces groupes-là. Ils semblent exercer un contrôle assez strict sur leur arsenal et le trafic d'armes ne serait pas leur source principale de financement. C'est loin derrière les enlèvements, les taxes, ce genre de choses. Et d'ailleurs, les fameuses armes venues de Libye après 2011, elles ne représentent une petite fraction, 7% environ, et ce flux semble s'être bien tari aujourd'hui. Et un autre point crucial que soulève CAR, si je ne me trompe pas, c'est l'absence de preuves matérielles d'un approvisionnement extérieur qui serait massif, systématique, que ce soit par des États étrangers ou même via des liens logistiques très forts entre, disons, le Sahel central et la zone du lac Tchad. Ça va un peu à l'encontre de certaines idées reçues, non? Sur des soutiens externes organisés. Tout à fait. Ça suggère que l'approvisionnement est avant tout une affaire locale, régionale. C'est ce que les faits matériels montrent. Après, évidemment, ces faits bruts, ils sont éclairants, mais il y a des analyses qui tentent de les replacer dans un contexte plus large, historique, politique. Certaines pointent du doigt le contexte postcolonial, les conséquences d'interventions étrangères jugées inefficaces. Parfois, la France est visée dans ces analyses. Une dépendance sécuritaire héritée. Pour ces observateurs, la vulnérabilité des stocks nationaux, ce n'est pas juste technique, ça s'inscrit là-dedans. Et l'émergence de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, est vue par certains dans cette optique comme une volonté de rupture, une reprise en main souveraine. Oui, alors il faut préciser, et c'est important, que le rapport CAR lui-même reste très factuel. Il se concentre sur le traçage des armes, et il ne valide pas directement ses interprétations politiques plus larges sur les responsabilités historiques. L'étude souligne vraiment la dynamique locale, le pillage et les trafics régionaux. Absolument. CAR se base sur ce qu'ils peuvent tracer matériellement. Et d'ailleurs, les chercheurs de CAR expriment aussi de nouvelles inquiétudes. C'est intéressant. D'une part, leur accès au terrain devient plus compliqué.
pour des raisons de sécurité, mais aussi à cause des tensions politiques avec les régimes militaires en place. Et d'autre part, il note une tendance récente qu'il juge préoccupante, une augmentation de munitions très neuves trouvées chez les djihadistes. Et ça pourrait être le reflet indirect, peut-être, de la montée en puissance et de la course à l'armement des armées nationales elles-mêmes. Ah oui, une sorte de cercle vicieux. L'équipement des uns finit par armer les autres. C'est complexe. Bon, alors, si on essaye de résumer ce qu'on a vu, l'essentiel de l'arsenal djihadiste au Sahel, d'après les preuves matérielles réunies par CAR, semble venir de sources locales. Principalement le pillage des armées nationales et puis des trafics régionaux, avec des armes souvent assez anciennes, et pas de preuves tangibles à ce stade d'un soutien extérieur massif et organisé. C'est ça. Les faits montrent clairement cette circulation locale intense des armes. Après, les interprétations divergent sur les causes profondes de cette situation. Est-ce l'héritage historique, l'échec des interventions passées, comme le soulignaient certaines analyses, ou plutôt des dynamiques de conflit et de trafic qui sont endémiques à la région? Et ça soulève une question fondamentale pour l'avenir, évidemment. Si l'approvisionnement est si ancré localement, quelles stratégies, au-delà de la réponse purement militaire actuelle, peuvent réellement endiguer ce flux? Comment stabiliser durablement la région? Bon, c'est une réflexion qui dépasse un peu notre discussion d'aujourd'hui sur les sources.